Bonsoir. Oui, salutations. Ça se passe bien, bravo à vous. Un peu de sommeil, tout va bien. On se retrouve avec quelqu'un qu'on a déjà vu lors des 2 premiers Speedons, c'est Sandrine Simon. Bonsoir. Salutations, directrice du plaidoyer chez Médecins du Monde. Et on va parler de moult choses. Là, on avait ouvert un petit peu en parlant de la France territoriale, enfin de la France métropolitaine et d'outre-mer, entre guillemets. Et là, on va parler de l'international, des choses aussi un peu énervées. Mais d'abord, des bonnes nouvelles. Voilà, c'est bien comme ça vous impliquez un petit peu. J'ai 2 excellentes nouvelles. Avant le marathon, il y a un spectateur qui est d'ailleurs présent dans cette salle à l'heure où je parle, qui a contacté directement Médecins du Monde pour faire en fait ce qui est le premier don de l'événement. Et c'est un don assez conséquent. C'est pour ça qu'on prend le temps d'en parler maintenant et on va l'ajouter à la cagnotte immédiatement. C'est Kylian qui est présent ici et qui a fait un don pour Médecins du Monde, donc de 20 000 €. Bravo, bravo. Merci. Merci à toi, extrêmement généreux, ce qui permet de dépasser les 200 000 balles. Allez. Voilà, merci énormément qui nous a laissé comme message. Voilà, montrons la solidarité qui nous anime pendant tout le week-end. Merci pour l'event et bourrez les dons. C'est formidable. Voilà, bourrez les dons de grâce. À cela s'ajoute évidemment un de nos partenaires de l'événement et depuis le premier Speedon, c'est PayPal qui s'engageait sur les 4000 premiers dons de 5 € ou plus, et bien d'ajouter 5 € à chacun de ces dons, ce qui fait qu'on rajoute encore 20 000 balles à la cagnotte. Merci PayPal. C'est très très bon. Et évidemment, à l'instar de ce que faisait Games Done Quick avec The Yeti pour tricher un petit peu sur les défis, nous allons en profiter pour mettre Kill the Animals 1 000 € en avance sur Super Metroid parce que Save the Animals avait pris un petit peu trop d'avance et il faut que ça soit close jusqu'à la fin du marathon vu que c'est un petit peu une bataille historique des marathons de speedrun. Voilà, donc pour ces excellentes nouvelles. Merci. Revenons aux choses un peu plus sérieuse, ma chère Sandrine. Donc l'année dernière, Joël rentrait de Turquie, enfin de Syrie, après le terrible tremblement de terre qui avait touché le pays et le sud de la Turquie. Donc quelles actions étaient menées par Médecins du Monde sur cette urgence, justement, sur cette situation d'urgence? Oui, déjà merci de me recevoir cette année et puis merci à vous tous parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire aussi toutes ces actions. Donc ces 40 000 € qui viennent d'arriver sont très bienvenus. Et donc, moi, je vais vous parler un peu de ce qu'on a pu faire en Turquie-Syrie. Vous avez tous suivi, hein, effectivement, Joël en revenait au Speedon 3, ce qui s'est passé en Turquie-Syrie l'année dernière avec ce séisme d'une magnitude de 7,8, donc très très élevé dans l'échelle de Richter, qui a fait énormément de dégâts dans ces 2 zones. Juste pour vous donner quelques chiffres, c'est 58 000 décès, dont malheureusement aussi 4 personnes de nos équipes qui sont décédées lors de ce tremblement de terre et plus de 15 millions de personnes qui sont touchées et qui subissent les conséquences de ce séisme. Et pour vous expliquer un peu la difficulté pour nous d'intervenir dans ce type de situation, c'est aussi évidemment tout un tas de bâtiments qui ont été effondrés, d'où les conséquences qui ont entraîné pas d'électricité, pas de chauffage dans une période qui était encore très froide à ce moment-là, des problématiques d'hygiène, des problématiques d'accès à l'eau et aux biens de première nécessité. Et puis évidemment un effondrement des structures de santé. Alors c'est déjà parfois difficile pour nous d'intervenir dans ces zones, notamment en Syrie, parce qu'on intervenait avant le tremblement de terre, mais avec la destruction des bâtiments, c'est encore plus compliqué. Et puis pour les populations, un accès à l'eau, à l'hygiène qui est très difficile avec, vous imaginez toutes les maladies que ça peut entraîner. On parlait beaucoup de cas de gale par exemple, mais bien d'autres choses, infections respiratoires et autres que les personnes pouvaient avoir. Donc qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? Déjà dès les premiers jours, vu qu'on était déjà sur place du tremblement de terre, déjà on a essayé de savoir si notre équipe allait bien et c'est une première chose que l'on fait. Et ensuite, dès les premiers jours, on a essayé d'évaluer ce qui était possible de faire et où est-ce qu'on peut avoir des zones sécurisées pour mettre en place des cliniques pour répondre aux besoins de la population. Et donc souvent c'était des cliniques mobiles. Et donc par exemple en Turquie, on a mis en place des cliniques mobiles dans les zones rurales pour essayer d'accéder aux personnes qui étaient les plus éloignées
des structures de santé dans des zones sécurisées. Et puis on a aussi répondu dans un camp de réfugiés syriens à la frontière turque pour apporter des soins. Et alors qu'est-ce qu'on apportait comme soins? C'est des soins de base, mais répondre, on peut appeler les consultations généralistes en France, répondre aux premiers besoins, donner des antibiotiques à des personnes qui peuvent avoir des infections et qui peuvent éviter d'avoir des complications plus importantes. Mais aussi ce qu'on appelle nous des soins de santé sexuelle et reproductive. Donc ce qui intervient souvent dans ces situations, c'est que du coup il y a une rupture pour les femmes d'accès à la contraception, il peut y avoir une augmentation malheureusement des violences. Donc nous on met en place tout un tas de services pour éviter cette rupture-là et répondre aux enjeux. Et puis par exemple les femmes continuent d'être enceintes malgré les conditions. Et donc voilà, il faut répondre à tous ces enjeux-là. En Syrie, plus particulièrement, on avait déjà des centres de santé présents, donc on a soutenu 3 centres de santé supplémentaires et aussi des cliniques mobiles pour essayer d'atteindre les personnes au plus proches. Et puis on a soutenu la mise en place d'un hôpital chirurgical dans une zone où il y avait plus de 500 000 personnes sans aucun hôpital, sans aucun accès. Donc on a mis en place avec des partenaires un hôpital et avec tout ça, on a pu prendre en charge à peu près 200 000 personnes pendant cette période. Donc la crise aiguë, on va dire la crise juste après le tremblement de terre, elle est maintenant passée, mais l'urgence humanitaire malheureusement continue, subsiste, et le système de santé reste effondré. Donc il faut aussi qu'on ait les moyens de pouvoir réhabiliter ce système de santé et continuer à apporter la prise en charge pour les personnes. Bien, bravo pour ça. Et c'est grâce à vous aussi. Voilà, applaudissez-vous, applaudissez-les surtout. Donc on va continuer à voyager, hélas, avec des choses assez terribles. On avait parlé également à l'époque de la situation en Afghanistan. Maintenant, on est 2 ans et demi après ça, et surtout après le retour des talibans. Et du coup, la situation en Afghanistan, quelle est-elle ? Elle n'est pas très jolie, malheureusement. Mais en tout cas, Afghanistan, MDM, c'est 30 ans d'histoire. On était très présents en Afghanistan depuis les années 80. On s'était retiré en 2012 parce que notamment on avait un projet de réduction des risques auprès des usagers de drogue, et on avait réussi à faire en sorte que le système de santé puisse reprendre notre projet, donc on était assez fiers de ça. Et avec l'arrivée des talibans en 2022, on a décidé de revenir en Afghanistan, et notamment parce qu'on avait toujours des contacts avec d'anciens collègues, avec des partenaires sur place. Et donc c'est quoi la situation de l'Afghanistan aujourd'hui ? C'est plus de la moitié de la population qui est dépendante de l'aide humanitaire. Ça veut dire l'accès aux besoins de nécessité. Ça veut dire à peu près 24 millions de personnes. C'est aussi 3,5 millions de personnes qui sont dépendantes à au moins une drogue. C'est des chiffres estimatifs évidemment, c'est compliqué d'avoir les données. Et puis vous pouvez imaginer que les talibans, ils font pas trop de prévention. Ils sont plutôt dans une approche répressive, donc ça n'aide pas beaucoup les personnes qui utilisent des drogues à s'en sortir. Ils sont plutôt malmenés, discriminés et parfois mis en prison. Donc il y a tout un travail à faire par rapport à ça. Puis c'est aussi des difficultés pour nous en tant qu'acteurs humanitaires de pouvoir intervenir. Vous pouvez imaginer qu'on a tout un tas de barrières administratives, culturelles et autres pour intervenir là-dessus. Et une des barrières notamment qui est importante, qui est liée, j'imagine que vous avez suivi que le droit des femmes dans ce pays est pas très... il n'y a pas beaucoup de droits pour les femmes, pas très heureux. Et par exemple, un des exemples, c'est qu'il y a aussi une difficulté pour les acteurs humanitaires que nous sommes à employer des femmes, parce qu'il y a tout un tas de conditions pour que les femmes puissent venir travailler. Il faut qu'elle ait un mentor qui vient avec elle, un homme de la famille qui les accompagne partout. On ne peut pas les faire intervenir dans un certain nombre de situations. Et puis voilà, tout un tas d'autres barrières. Donc malgré tout, on a réussi à rester en Afghanistan et à pouvoir intervenir. Et notamment, on intervient à Kaboul depuis le début, où on soutient un hôpital. Et puis, on soutient aussi deux centres de santé. C'était déjà le cas au moment du Speedon 3, mais on poursuit ces activités. Dans ces structures, pareil, on met en place, on appuie pour la mise en place des soins de santé primaire, des soins santé sexuelle et reproductifs. Et puis aussi, on essaye de mettre en place des soins de santé mentale et soutien psychosocial, parce que vous pouvez imaginer aussi que pour la population qui vit ce qu'elle vit en Afghanistan, voilà, tout à fait. Donc, et puis depuis juillet 2023,
on est revenu dans une province un peu historique pour Médecins du Monde, Wardak, donc une province plus éloignée, plus rurale en Afghanistan, où on intervient notamment avec des cliniques mobiles pour pouvoir toucher la population nomade. Et puis aussi, on soutient 3 centres de santé avec des associations de la région dans les zones les plus reculées, notamment pour fournir des soins materno-infantiles, c'est-à-dire le suivi des grossesses, l'accouchement et puis la prise en charge des nouveau-nés et des enfants. Aussi, donc ça, on hésitait beaucoup et puis on a aussi été appelé à le faire par nos anciens partenaires. Donc on a initié le soutien à une association locale pour redémarrer un projet de prévention et de réduction des risques, notamment pour les usagers de drogue, vu l'ampleur de la situation, même si c'est pas toujours simple. Et puis, comme je vous le disais, par rapport à cette question du manque de droits pour les femmes dans cette situation, une des conséquences directes, c'est que les femmes ne peuvent plus étudier en Afghanistan et notamment étudier au niveau secondaire. Donc nous, on est très préoccupés notamment pour le fait qu'il y ait des personnels soignants féminins. Or, les femmes ne peuvent être soignées que par des femmes en Afghanistan et les hommes que par des hommes par ailleurs. Donc effectivement, si on veut pouvoir que les femmes soient soignées dans le futur, il faut qu'on ait des personnes qui se forment. Donc on a décidé de soutenir l'association de sages-femmes afghanes à travers du mentorat pour pouvoir continuer à renforcer leurs compétences pour qu'elles puissent continuer à avoir le niveau requis et prendre en charge la population afghane. Ah, bravo, un chantier extrêmement difficile en effet. Ouais. Bravo. Alors, changement de continent, voilà, je le rappelle pour celles et ceux éventuellement qui sont un peu déconnectés de la politique mondiale. En fin d'année, il va y avoir des élections présidentielles aux USA avec des candidats extrêmement jeunes et lucides. Et la question migratoire va être, bien entendu, discutée. Vous vous souvenez sûrement de Build the Wall. Et Médecins du Monde est présent justement auprès des migrants au Mexique. C'est vrai que c'est une situation confuse et on va dire que même, j'ai l'impression que même les démocrates finalement se lavent un peu les mains de tout ça. Donc, quelles sont les actions que vous mettez en place là-bas ? Ouais. Donc, effectivement, la question de l'accès aux soins des personnes qui sont en situation de migration, c'est un des combats de Médecins du Monde. En France, comme à l'international, en France, on s'est beaucoup mobilisé contre la loi Asile-Immigration récemment sur différents enjeux de santé qui étaient intégrés dans la loi et plus concrètement de restrictions pour les personnes. Et au Mexique, là aussi, vous pouvez l'imaginer parce que c'est un peu le corridor entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Il y a des dynamiques un peu migratoires complexes, des personnes qui immigrent au Mexique, qui émigrent du Mexique, des personnes qui sont en transit. Par rapport à ça, des services de santé, notamment dans les régions frontalières, qui sont limités et débordés par ces mouvements de population, avec des conditions d'accueil en général et plus particulièrement dans les structures de santé qui ne sont pas très favorables pour les personnes migrantes. Et au-delà de ça, j'imagine que vous connaissez un petit peu, mais le Mexique, c'est quand même un pays où la violence est assez présente, avec les gangs, etc. Et les personnes les plus vulnérables, les plus en situation de précarité, les femmes et les personnes en situation de migration sont malheureusement les personnes qui subissent plus les violences. Donc ça, c'est pour le contexte. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là, qui risque de pas trop s'arranger, vu ce qui se profile. En tout cas, il va y avoir beaucoup de débats autour de ça, et malheureusement, la politique joue beaucoup sur nos vies et sur la vie de ces personnes. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de rétablir l'accès aux soins pour les personnes justement qui sont en situation de migration, et notamment celles qui vivent dans les abris, à la rue, qui n'accèdent pas au système de santé. Pareil, les soins primaires, la santé mentale qui est extrêmement importante avec des personnes qui ont vécu un parcours migratoire qui est parfois difficile, douloureux, semé d'embûches. Les personnes sont souvent en bonne santé quand elles partent, mais le parcours migratoire les rend malades et les épuise. Donc c'est vraiment tout l'enjeu pour nous d'offrir un sas, un peu de sécurité pour les personnes et un lieu où elles puissent avoir accès aux soins. Et puis on donne aussi, donc on renforce, comme je disais, les structures de santé sont un peu débordées, donc on renforce aussi les structures de santé partenaires avec du matériel médical, des médicaments.
On travaille aussi avec les institutions pour essayer de plaider pour qu'il y ait une amélioration de l'aide médicale pour les personnes qui sont en situation de migration, leur montrer voilà, la réalité de la situation, les mettre devant leurs responsabilités pour qu'elles puissent améliorer la prise en charge des personnes. Et puis comme je disais par rapport à la situation des violences, on a un projet de prévention et prise en charge des violences sexuelles, notamment auprès des femmes, pour essayer d'éviter, par exemple, la transmission d'infections, des grossesses non désirées, et puis la prise en charge psychologique et autres des personnes. Et puis un programme un peu original qu'on a dans la région, puis aussi en Afrique. On soutient, on a obtenu on soutient, un certain nombre d'associations féministes locales pour qu'elles puissent elles-mêmes se renforcer et apporter une aide en santé aux femmes. Okay. Bravo. Bravo, bravo, oui, on peut applaudir. Au Mexique, on va terminer en revenant en France aussi. On avait parlé donc des CASO, des CASO, voilà, les centres de soins, d'accueil et d'orientation en France. Donc Yann, hier, nous en a parlé, hein, Yann, notamment dans sa région, mais aussi ailleurs, notamment justement 2023 qui a été une année chargée pour Médecins du Monde à Mayotte, hein, Mayotte qui était pas mal dans l'actualité récemment. Donc voilà, Médecins du Monde à Mayotte, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors Mayotte et Médecins du Monde à Mayotte. Mayotte, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est effectivement un département d'outre-mer, mais un département d'outre-mer qui fait un peu figure d'exception. Parce que malheureusement la loi est pas tout à fait la même à Mayotte par rapport à la métropole ou à d'autres territoires français d'ailleurs, et il y a un certain nombre de règles restrictives par rapport au droit commun. Et notamment à Mayotte, il n'y a pas la même sécu que nous qu'on peut bénéficier. Il n'y a pas d'aide médicale d'État pour les personnes migrantes, donc l'accès aux soins des personnes est beaucoup plus compliqué, notamment peut-être vous connaissez, mais pour les personnes qui ont des maladies chroniques, normalement ne font pas d'avance de frais en France. Enfin, il y a une prise en charge de leurs soins. C'est pas le cas à Mayotte, par exemple. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments restrictifs dans la loi pour ce qui est d'autant plus problématique parce que c'est une population qui est assez pauvre. Tout à fait. C'est l'un des territoires français les plus pauvres, avec 77% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Aussi une situation de mal-logement qui est assez importante. Il faut savoir 4 habitations sur 10 à Mayotte est en tôle. Donc vous pouvez imaginer les conditions pour les personnes. Et notamment un des grands enjeux aujourd'hui, c'est la question du réseau d'assainissement et de l'accès à l'eau. Malheureusement, changement climatique aussi étant là, il y a eu très peu de pluie à Mayotte ces derniers temps et l'accès à l'eau est vraiment très compliqué. Et donc, c'était déjà le cas pour les populations les plus précaires, mais maintenant c'est vrai pour l'ensemble de la population de Mayotte. Et juste pour vous donner une illustration, le gouvernement français a décidé de donner 2 litres d'eau pour les personnes les plus vulnérables, femmes enceintes, enfants, alors que l'OMS recommande minimum 20 litres d'eau par jour. Donc juste pour vous donner une image sur l'accès à l'eau des personnes. Puis voilà, on voit aussi une approche assez répressive du gouvernement français sur Mayotte. On parlait de Wambouchou l'année dernière, mais en gros, tout est fait pour que les personnes migrantes soient le moins... il y a eu notamment l'opération Wambouchou l'année dernière, une destruction des bidonvilles, une volonté d'expulsion des personnes migrantes, etc., etc. Donc vraiment, les conditions sont très compliquées pour les personnes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ces conditions? Notre rôle, c'est essayer de redonner accès à la santé aux personnes. Vous pouvez imaginer que les personnes, notamment en situation de migration, en situation irrégulière, ont peur, parce que réellement, je pense que c'est l'un des territoires français où il y a le plus de forces de l'ordre. Et j'y suis allée l'année dernière, c'est très visible, on les voit partout. Et du coup, les personnes ont peur de se rendre aux centres de santé, qui devraient être les structures de santé, devraient être sanctuarisées. C'est ce qu'on demande, nous, à Médecins du Monde. Et on ne devrait pas avoir peur de se faire arrêter dans la file d'attente du centre de santé. Or, ça peut être le cas à Mayotte. Donc voilà, donc nous, on va vers les personnes sur leur lieu de vie pour les conseiller, pour les orienter, pour leur aussi faire de la prévention et des premiers soins, et essayer de les orienter quand même au maximum vers leurs droits communs et leur expliquer leurs droits. On suit aussi les personnes parce que
voilà, il y a des personnes avec des pathologies chroniques ou des pathologies assez graves qui ont vraiment des difficultés de se rendre aux structures de santé. Donc, on les voit régulièrement pour essayer de les suivre. Et puis, du coup, ça nous permet aussi d'alerter les professionnels de santé sur la situation, notamment dans les bidonvilles, pour essayer de faire un peu changer les choses sur Mayotte. Mais voilà, dans un contexte qui aujourd'hui est quand même relativement violent, et les dernières semaines ont été difficiles pour nos équipes aussi. Et juste pour vous donner en réalité, on est quand même sur le territoire français et nos équipes ne peuvent pas accéder à toutes les zones du territoire pour des raisons de sécurité à certains moments. Et ça paraît fou, hein. Car ça reste en France au final. Tout à fait. Eh ben écoute, voilà, ouais, ça fait beaucoup de choses, pas forcément facile. Merci énormément Sandrine, qui depuis 5h30 du mat parle à des gens. Donc grosse journée, mais c'est bien, ça a été complet, clair, lucide. Et voilà, bah on espère qu'on va péter tous les chiffres et qu'on va passer un bon moment, ça c'est sûr. J'espère que tu vas passer un bon moment, Sandrine. Je sais pas où on en est de Bread and Fred, mais sachez que par pitié bourrez-le, car dès que Bread and Fred, le défi passe, on pourra ouvrir un défi qui notamment concerne le fait de se tirer l'oreille sur Metal Gear Solid, de jouer en français. Donc ça serait bien qu'on avance assez vite parce que ça sera super drôle, d'autant plus que je serai aux commentaires. On va repasser par le desk ambianceur et ensuite vous aurez Kirby. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci.